13 heures, le journal à la présentation. Adia Fatou Sarr, Ibrahima Sadi, bonjour. Bonjour Adia Fatou. Tout de suite les titres. À la une de l'actualité, 420 villages en cours d'électrification, 200 forages déjà réalisés, 250 km de pistes de production. Le PUDC liste ses réalisations à quelques mois de la fin de la première phase. Dans ce journal, son directeur national, Cheikh Diop. Pendant ce temps, l'État poursuit ses efforts pour la reconstitution du capital semencier, une reconstitution qui se fait dans le cadre du PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. À Thiès, des sortants du centre d'éducation physique dans la rue. Ils sont au total 149, ils réclament leur ordre de service. Et puis sur le continent au Mali, c'est finalement une conférence d'entente nationale dépouillée d'un de ses objectifs majeurs qui s'ouvre aujourd'hui à Bamako. L'opposition et une partie des groupes armés du Nord ont décidé de la boycotter. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Tanda Ndiaye pour parler de l'Afro-Basket 2017. Les Lions du Sénégal qualifiés. L'invité de la rédaction est l'artiste Ibrahima Mbaye Sopé qui nous parle de la situation du théâtre au Sénégal en cette journée internationale du théâtre. La revue de presse avec Aaron Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Pour votre agenda, d'abord, la seconde conférence sociale est en gestation. D'ailleurs, le Premier ministre préside cet après-midi à partir de 16h30 un conseil interministériel sur le sujet. Il faut dire que la conférence sociale est initiée par le chef de l'État et il vise à promouvoir le dialogue social afin de créer une synergie de tous les acteurs de la vie économique et sociale autour d'une seule ambition, et à savoir bâtir un Sénégal émergent et de paix. Direction Thiès, des sortants du centre d'éducation physique sont vent debout contre leur ministère de tutelle. Ils exigent leur ordre de service, ce document qui leur permet de commencer les enseignements. Ces 49 élèves maîtres ont marché ce matin à Thiès. Ils n'écartent pas l'idée donc de marcher jusqu'à Dakar si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Radioum. Les sortants du CNEPS battent le pavé à Thiès pour réclamer leur OS, ordre de service. Ibrahima Fati. Jusqu'à présent, ils nous disent que d'ailleurs les choses marchent et que les dossiers se trouvent au niveau de la présidence. Il y a de cela 2 ou 3 mois. Jusqu'à présent, on est à l'écoute. On lui dit que le dossier se trouve au niveau de la présidence et il ne reste que la signature du décret. C'est à la place du martyr qu'ils ont démarré leur procession. Direction la préfecture de Thiès. Ici, ils ont remis leur mémorandum axé sur 3 points au préfet du département. Ibrahima Fati. La signature du décret, le recrutement des 149 sortants du CNEPS de Thiès, plus l'avancement dans le corps du métier. Notre cri de cœur, c'est rien d'autre, l'OS pour tous. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ces maîtres d'éducation physique envisagent une marche de protestation de Thiès à Dakar dans les prochains jours. Radioum Thiès, Radio Sénégal. 13h03, la reconstitution du capital semencier en bonne voie. Et c'est la conviction d'Ibrahim Mendy, c'est le directeur de l'analyse de la prévision des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture. Il en veut pour preuve les efforts fournis par l'État dans le cadre du PRACAS, c'est-à-dire le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise pour résorber le gap. Nous l'écoutons. Quand on est arrivé en 2012, on avait des semences tout venant, mais depuis le commencement de la mise en œuvre du PRACAS, il y a quand même des efforts importants qui ont été faits, de telle sorte que, par exemple, le riz, vous avez aujourd'hui la quantité de semences que les producteurs utilisent est certifiée. Vous avez l'arachide, on est autour de 50-50. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va résorber le gap et revenir à la situation normale, parce que la semence est un intrant important dans la production du riz. Donc ça a été détruit carrément, le système de production de semences a été détruit carrément, et je pense qu'avec le programme de reconstruction du capital semencier, qui est une composante du PRACAS qu'on est en train de mettre en œuvre, l'ISRA, l'Institut sénégalais de la recherche agricole, est en train de faire des efforts très importants pour résorber ce gap. À l'instant, Ibrahima Mendy, directeur de l'analyse de la prévision des statistiques agricoles, il participait au débat radio-télévision de samedi. Le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, va bientôt boucler sa première phase. Et le PUDC qui présente un bilan élogieux, 420 villages sont en cours d'électrification, 200 forages sont déjà réalisés et 250 km de pistes sur un objectif de 800 sont ouvertes à la circulation. Des chiffres révélés par le directeur national du PUDC,
Cheikh Diop participe également à ce débat dont vous faisiez allusion. Nous l'écoutons. On est à quelques mois de la fin de la première phase. Je donne un exemple, sur les 238 forages qui constituent l'objectif de départ, nous sommes à peu près, j'allais dire, à 200 forages déjà réalisés. Sur les 800 km de pistes que nous sommes en train qui sont en chantier, je peux dire que nous sommes à 70% déjà de réaliser et 255 km de pistes sont déjà ouverts à la circulation qui profitent à peu près 100 000 personnes. Sur l'électrification rurale, nous sommes en chantier sur 420 villages qui à terme permettra de donner de l'électricité à 300 000 personnes. Vous prenez tout cela, en termes d'infrastructure bien sûr, vous voyez un petit peu le bond que feront ces villages en termes d'accès à ces services sociaux de base, à ces opportunités économiques que créeront les infrastructures. Sur les équipements d'allègement, au départ, quand nous avions fait l'étude, nous avions évalué les besoins à 18 000 équipements. Bien sûr, bien entendu, dans la première phase, nous n'avions pas assez de budget pour le faire. Et après son arbitrage, bien sûr, nous avons arrêté le chiffre de 5 500 équipements pour lesquels nous sommes en phase de terminer, de les installer, de les livrer aux femmes. Donc tout ceci montre qu'en 18 mois, nous avons fait des pas de géant. À l'instant, le directeur national du PUDC, Cheikh Diop, direction Matam, où les réalisations du PUDC sont patentes. Oui, 9 forages déjà sur un objectif de 13 ont été réalisés. L'électrification rurale et les pistes de production sont des réalités sur place, nous dit Alpha Seydi. Les axes Thilogne-Bélé et Bokeladié-Ganguel-Maka sont de nouveau praticables grâce aux travaux de réhabilitation qui y ont été menés par le PUDC. Le programme d'urgence de développement communautaire prévoit aussi de réaliser dans la région de Matam 10 autres pistes rurales dont les 8 seront livrées au plus tard en septembre prochain. Elles vont contribuer à désenclaver 57 villages et améliorer ainsi la mobilité des personnes et des biens. Le PUDC mène aussi des actions dans l'hydraulique rurale où sur un objectif de 13 forages, 9 sont réalisés. Pour les châteaux d'eau, 12 sont terminés sur les 16 prévus. Les autres ouvrages hydrauliques sont en cours de travaux. Ces systèmes d'alimentation en eau vont permettre l'accès à l'eau potable de 80 villages et l'aménagement de 14 périmètres maraîchers au profit des femmes. Autre secteur d'intervention du PUDC dans la région de Matam, l'accès à l'énergie. Dans ce volet, le programme est encore loin de son objectif. Seuls 2 villages bénéficient pour le moment du réseau moyenne et basse tension sur les 56 qui doivent être électrifiés, dont 8 par système solaire. Pour les équipements de transformation agricole, les 307 matériaux commandés ont été confectionnés, mais seuls 18 ont été déployés. L'accès à ces équipements d'allègement des travaux devrait profiter à 108 villages. Alpha Seydi, Matam, Radio Sénégal. Toutes ces réalisations sont à mettre sur le compte du plan Sénégal émergent. Oui, le PSE qui est à sa 3e année. Où en est-on concrètement, Khadifa Koulibaly, explication. Une vision. Le plan Sénégal émergent. Une ambition. Une transformation structurelle de notre économie portant la croissance. Un accent sur le capital humain et le développement durable, mais aussi une gouvernance de qualité dans un état de droit. Après 3 ans de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, tous les secteurs identifiés comme porteurs de croissance sont en progrès. Nous sommes à 5 200 milliards de financement pour 275 conventions de financement qui ont été conclues. Le ministre délégué chargé du budget, Birima Mangara. L'autoroute Ila Touba, l'achèvement des travaux de l'aéroport AIBD, le boucle de budget qui va démarrer, l'île à Morphil et le PUDC qui aujourd'hui permet de toucher le Sénégal des profondeurs. L'allègement des travaux des femmes, l'électrification rurale, le programme d'autosuffisance en RIP et nous avons également le programme d'équipement rural. Nous avons la carte d'égalité des chances, la couverture maladie universelle, mais nous avons surtout des projets d'infrastructures hospitalières de niveau international. Et les perspectives sont bonnes. Nous avons Promoville qui permettra d'intervenir dans les centres urbains et d'agir sur ce qu'on appelle la rénovation urbaine. Nous avons également les projets à l'intérieur même de Diamniadio, mais ce qui est plus important, c'est de maintenir le cap, d'accélérer la cadence et demain d'être la meilleure économie sous-régionale, ce qui est à notre portée. Le Sénégal sera-t-il émergent? Réponse en 2035. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits,
Gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale qui s'installe avec le Mali où une conférence d'entente nationale doit s'ouvrir ce lundi à Bamako. Cette rencontre est censée réunir pendant une semaine toute la nation malienne. Seulement, des incertitudes persistent quant à la participation des groupes armés. Les places de l'opposition malienne seront également vides. Les opposants dénoncent, je cite, l'impréparation de la conférence. En Côte d'Ivoire, la fin du procès de Simone Gbagbo prévue ce 27 mars. Et ce sera sans la présence des avocats de l'accusé. Ils dénoncent l'absence de documents dans le dossier d'accusation et le remplacement d'un assesseur par un autre en cours de procédure. Ce lundi, les parties civiles devraient plaider avant que le procureur ne prononce son réquisitoire. Madame Simone Gbagbo, déjà condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, encourt une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie pour crime contre l'humanité. En Zambie, le gouvernement lance à partir de ce lundi une grande consultation concernant son éventuel retrait de la CPI. Cette opération qui va durer jusqu'au 31 mai est menée par le ministère de la Justice. Les habitants de 30 provinces zambiennes sur les 103 que compte le pays vont être consultés pour savoir si la Zambie doit rester membre de la Cour pénale internationale. Le célèbre écrivain nigérian Wole Soyinka s'en prend à Donald Trump. Selon le prix Nobel de littérature, le président américain a exploité la xénophobie latente pour accéder à la Maison-Blanche. Il a surfé sur la vague de xénophobie latente qui existe dans toutes les sociétés, y compris la mienne, explique l'auteur et poète de 82 ans qui a rendu à Diafatou sa carte verte américaine après la victoire de Donald Trump à la présidentielle en novembre. Allons à la découverte de la Pologne pour terminer en beauté. C'est un pays d'Europe centrale. Oui, ce pays chargé d'histoire, frontalier de la Russie et de l'Allemagne, envoyé spécial à Varsovie, Marianne Senghor. Avec une superficie de plus de 312 000 km², la Pologne, ou Polska, comme on le prononce bien ici, est le pays de Karol Wojtyła, plus connu sous le nom de pape Jean-Paul II. Indépendant à la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne est tout de suite envahie au début de la Seconde Guerre mondiale, d'abord par l'Allemagne nazie, puis par les Soviétiques. Et c'est seulement en 1947 qu'elle est devenue une démocratie populaire. Présentement, la Pologne a rejoint l'OTAN et l'Union européenne et compte plus de 38 millions d'habitants. Un peuple dirigé par le président Andrzej Duda et la capitale est Varsovie. Varsovie, une ville très accueillante avec un grand fleuve de 1000 km qui s'appelle la Vistule. Varsovie abrite aussi le centre scientifique de Copernic où on peut percevoir la pendule de Foucault qui montre à quel point la Terre tourne sur elle-même. Selon la légende, Varsovie ou Warszawa viendrait de Varch, un pêcheur qui avait réussi à faire remonter un jour une sirène au nom de Shava. Ils vécurent ensemble et on finit par leur donner le nom de la localité. Malgré le froid, 10 degrés environ, les habitants sont très chaleureux. Mais s'il y a autre chose qu'il faut apprécier ici en Pologne, c'est bien leur cuisine. Eh bien, en bonne serrère, j'apprécie bien le pain de Varsovie. Un serrère en Europe, ou une serrère plutôt en Europe, comme le dit Aaron Gay, et bien sûr Marianne Senghor, à qui nous disons bon séjour. Merci à vous, chers amis auditeurs. C'est la première partie de ce journal. Ibrahim Assadi, un rappel des titres. 400 villages en cours d'électrification, 200 forages déjà réalisés, 250 km de pistes de production. Le PUDC liste ses réalisations à quelques mois de la fin de la première phase. Vous avez entendu son directeur national, Cheikh Diop. Pendant ce temps, l'État poursuit ses efforts pour la reconstitution du capital semencier, une reconstitution qui se fait dans le cadre du PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. À Thiès, des sortants du centre d'éducation physique dans la rue, ils sont 149 au total et réclament leur ordre de service. Et puis sur le continent, non loin de chez nous d'ailleurs, au Mali, c'est finalement une conférence d'entente nationale dépouillée d'un de ses objectifs majeurs qui s'ouvre aujourd'hui à Bamako. L'opposition et une partie des groupes armés du Nord ont décidé de pratiquer la politique de la chaise vide. Merci Ibrahim Assadi. On en vient à la deuxième partie. Je rappelle tout simplement que nous aurons la revue de presse. Ce sera avec Arona Diouf, l'invité de la rédaction, et l'artiste Ibrahim Mbaye Sopé qui nous parle de la situation du théâtre au Sénégal en cette journée internationale du théâtre. Tout de suite, les sports. Radio Sénégal, les sports.
Tandakha Ndiaye que nous retrouvons. Tandakha, bonjour. Bonjour, Raja Fatoussa. L'actualité sportive dominée chez nous par le basketball. Les Lions du Sénégal enfin qualifiés pour l'Afro-Basket 2017. Oui, tout à fait. Après un tournoi calamiteux à la première manche de la zone 2, c'était à Bamako. Les Lions du Sénégal ont renversé la tendance à Dakar, gagnant tous les 3 matchs avec en prime la première place en dominant une très bonne équipe du Mali. Hier, à l'ultime rencontre 79-72, et tout a basculé à la prolongation. On se projette déjà à l'Afro-Basket, le Sénégal qui gagnerait à présenter la meilleure équipe possible lors des prochains tournois de la zone 2. C'est pour éviter des surprises, c'est du moins la conviction du capitaine des Lions qui donc a également magnifié l'appui des autres joueurs, 4 expatriés, Khan Almeida ou encore Moïse Diamé Malaindoui, que je vous propose d'écouter au micro de Benoît Badian. On sait que le tournoi allait être très compliqué, donc il fallait quand même remobiliser les troupes. Et c'est vrai que notre arrivée, moi, Khan et Alcès, a amené du neuf dans le groupe. Et ça a permis de relancer le Sénégal dans le tournoi. Et je pense qu'on savait qu'avant même le tournoi de Dakar, il fallait gagner les 3 matchs pour avoir une possibilité de se qualifier. Et on les a pris match après match. On les a gagnés. Donc on remercie le bon Dieu. Maintenant, on va en tirer les leçons. La prochaine fois, peut-être essayer de faire nos possibles pour présenter la meilleure équipe possible pour les tournois à venir. On savait que le Mali, il joue bien parce qu'ils méritent leur qualification. On les félicite pour leur qualification aussi. Donc je pense que le Mali et le Sénégal vont bien représenter la zone 2. Maintenant, on savait que c'était un match à gagner pour terminer en première place. Donc ce n'était pas facile avec la fatigue. Quand même, on a su se battre jusqu'à la fin pour gagner ce match. Capitaine des Lions, le ministre des Sports qui invite la Fédération sénégalaise de basketball à continuer le travail entamé pour la préparation, mais aussi la participation à l'Afro-Basket. Matarba s'est également félicité de la qualification de l'équipe hier face au Mali et garder la suprématie de la zone 2. Nous l'écoutons toujours au micro de Benoît Badian. Félicitations à tout le peuple sénégalais parce qu'aujourd'hui, c'était un match extrêmement important. Nous tous, nous savions qu'on était qualifiés. Mais battre le Mali, rendre la gifle, c'était extrêmement important pour la suite. Et ce que je peux dire à la fédération, c'est de continuer le travail entamé. Je pense qu'il y a effectivement une Coupe d'Afrique sans le Sénégal. On se poserait beaucoup de questions. C'est un engagement du pays, du président de la République, qui a engagé le gouvernement à accompagner le sport sénégalais. Nous sommes en train d'investir dans le domaine du sport. Nous avons accompagné pleinement la fédération pour la préparation et la participation. Et ce qui m'a fait plaisir, j'étais hors du pays, mais des collègues ministres étaient là pour accompagner les joueurs. Mais les joueurs et le staff, ils se sont réunis pour dire, et j'ai entendu le président de la fédération le dire, on ne peut pas avoir tout l'appui de l'État. L'État a pris tout en charge et qu'on ne se qualifie pas, ce serait une catastrophe. C'est ça la réaction qu'on attend des fédérations. C'est pourquoi ces joueurs aussi ont mérité la confiance qui a été placée en eux. Il faut continuer, j'ai dit à Babacar, allez trouver l'entraîneur chevronné. L'État vous accompagnera pour avoir le contrat nécessaire, pour regrouper les jeunes, en tout cas permettre une bonne préparation pour qu'au mois d'août, qu'on y va, qu'on y aille avec beaucoup d'ambition, qu'on y aille pour rentrer avec la coupe, parce que c'est ça ce que pense le peuple sénégalais. Voilà, et comme l'ont fait justement les dames du basketball, en tout cas on vous le souhaite. Alors à l'issue de ce tournoi, Sénégal qui vire en tête avec 10 points, suivi du Mali 9 points. Les Aigles vont accompagner le Sénégal à l'Afro-Basket congolais, à la 3e place la Guinée qui espère une wildcard, et le Cap-Vert qui ferme la marche, une équipe très accrocheuse. Voilà ce qu'on pouvait retenir justement et bien sur le tournoi de la zone 2. Après le basket, le sport roi Sénégal-Côte d'Ivoire en amical cet après-midi en France. Oui, tout à fait, dans la banlieue parisienne à Charletti, précisément lorsqu'il sera 18h GMT. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, un match amical qui ne laisse pas indifférents les férus du football entre Sénégalais et Ivoiriens. Une rivalité légendaire entre plusieurs générations de footballeurs des deux pays. Un match que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur Radio Sénégal avec nos reporters. Et je ne quitte pas la tanière, mais je descends
descend d'un palier. C'est pour parler des juniors qui jouent demain en France à 14h30. Temps universel, ce sera contre l'Angleterre au tournoi des U24 nations. Les Lionceaux, faut-il rappeler, ont battu samedi le Portugal sur la marque de 3-0. Un score sans appel qu'ils avaient subi face à l'équipe de France à leur première sortie. Alors tant mieux, une victoire sénégalaise qui relance l'intérêt de ce tournoi. Football local, 15e journée du championnat de Ligue 1, Génération Foot est leader. Les académiciens de Denis Biramdao qui tiennent toujours la route. Ils ont dominé l'US la Linguère de Saint-Louis 2-0 avec 31 points au compteur. Ils devancent les Girafes qui a trébuché 0-1 devant l'équipe de Tenguet FC. Les Crabes de Guédiawaye sont à la 3e place, dominateur de Niaritali 1-0. Le Ndiamour de Louga a été surpris par le Casasport 2-3. Le derby de la Petite Côte a tourné à l'avantage de Mbour Petite Côte 1-0 contre l'équipe de Djambar. Le stade de Mbour n'a pu que faire match nul blanc face à l'équipe de la Douane, mais le duel des très mal classés n'a pas connu de vainqueur. 0-0 entre l'US Gorée et l'US Ouakam qui ferme la marche. La Ligue 2 joue son dernier match de la 15e journée cet après-midi. À 17h, à Demba Diop, Dakar Sacré-Cœur qui accueille le Port, mais en tête de cette division, la Sonacos de Diourbel, dominatrice en déplacement du Ndarguet, 1-0. Précieuse victoire de l'équipe de Diamano Fatigue sur Kayorfou 2-1. L'Etix qui se fait avoir à domicile par l'AS Pikine 0-1. L'équipe de Barguet qui perd 0-1 contre Africa Promo Foot. L'Olympique de Ngor qui respire mieux 2-1 face à la Renaissance de Dakar. Et en bas, en bons amis, le Duc et l'équipe de Yego se sont fait des politesses, 0 but marqué. À présent du cheval et rugby. On commence par l'Ovalie avec la Coupe du Sénégal. La finale sera disputée entre Sanfou-le-Score et Yoff. Ces deux entités ont éliminé respectivement l'équipe de Djambar à 4-34 et Asfa 18-38. Avec la 6e journée de la saison des courses épiques, c'est Darussalam qui a remporté le prix spécial du côté des PDA, c'est-à-dire les poulains de 2 ans. Terminons par les écoles de football. Oui, la 12e édition du tournoi de football Moulay Idriss Diouf, l'ancien président de Loncave, sociologue. Les finales croisées en Benjamin reportées au 28 mars à 10h avec Torado, Assamaï et Mars Sport. Avec ces résultats, École de football Paris battue par Révélation Future 4 tirs au but à 1. Et ça va se passer à Ziguinchor, le jumelage École de football à l'UCC et Mars Sport. Ce sera le 2 avril après la visite des installations de Ziguinchor. Les 4 équipes se retrouveront à 16h avec les sports collectifs 15h, 16h, match de gala, 17h, 18h, cérémonie officielle en présence des